Pour cette petite vidéo, on se retrouve au cœur d'un désert, on est au milieu de l'Iran. Il n'y a pas un bruit, on est seul au monde. Et on vient d'arriver, on s'est posé au milieu des dunes. On est en train d'installer le campement, alors on s'est dit que ça pouvait t'intéresser de voir un petit peu notre installation, qui est encore assez modeste, mais on va te montrer un petit peu comment est installé le 4x4, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on cuisine. Et puis on va en profiter aussi pour te raconter des petites anecdotes sur les aventures qu'on a eues en Afrique avec elle. Bon bah c'est là qu'on va passer la nuit, je pense qu'on va pas être embêté cette nuit. Par contre, il fait très chaud. Je crois qu'on a vu 45 au thermomètre tout à l'heure. La première étape, quand on arrive, c'est de mettre la tente. C'est d'épiler la tente. T'as vu le gros trou là? Ah merde, on vient de découvrir un nouveau trou sur la tente. Allons voir ça de plus près. Et on vient de remarquer qu'on a un trou sur la tente. Je sais pas si c'est inquiétant. On avait déjà ce petit trou en Afrique, mais là il s'est agrandi. C'est assez étonnant parce que cette bâche elle est censée être de bonne qualité, c'est une marque sud-africaine et c'est des tentes militaires. Et normalement c'est plus costaud, mais à mon avis le trou s'est agrandi quand on l'a laissé un hiver en Turquie et toute l'eau qui a stagné sur la tente a dû agrandir le trou. Une fois qu'on a tout dézippé et qu'on a enlevé les sangles, il ne reste plus qu'à soulever la bâche. Hop! Et là tu vois, tu as la structure en bois de la tente qui apparaît avec l'échelle. Tiens Camille, je vais te filer l'échelle. Attention, elle est chaude. Elle est brûlante. Et là il y a encore deux petites sangles à détacher ici qui permettent de bien tenir la tente en sandwich. Et voilà, maintenant que c'est détaché, il ne reste plus qu'à ouvrir le sandwich. Tu vas tout de suite voir de quoi je parle. Et on l'ouvre comme ça. Et elle se déplie toute seule. Il ne reste plus qu'à mettre cette petite échelle pour pouvoir grimper là-haut. Hop. Et maintenant on doit mettre les petits piquets qui permettent d'avoir les ouvertures pour les fenêtres, la porte arrière, la véranda et la chambre des enfants. Avant on avait 8 piquets, on en a perdu un quelque part. Mais sinon les petits piquets sont pour les portes avant-arrière et les grands, comme ça, sont pour les fenêtres. Pour les enfoncer, il y a une ouverture. Et après, ça s'accroche et ça tend vraiment bien le tissu. Voilà. On a une première porte en toile qu'on peut monter et accrocher là-haut. Ah, tout est bouillant! Oh, la vache! Avec des crochets. Et ça, c'est la moustiquaire. C'est vraiment une moustiquaire de safari. L'avantage, c'est qu'elle est très très épaisse et que rien passe, même le plus petit des moucherons ne pourra pas passer. Le désavantage, c'est que du coup, l'air passe très peu aussi. Ça y est, le campement est installé. Alors, pour commencer, on peut te dire que cette voiture, c'est un Toyota Land Cruiser. C'est une vieille baleine Toyota Land Cruiser. On l'appelle la vieille baleine. Elle date de 1998 ? 99. Première année de production de la série. La série 100 ont commencé à être produites en 99. Donc c'est la première année de production pour cette série qui continuera, je crois, jusqu'en 2007. Et c'est ça, elle a 20 ans tout pile. Et elle les fait pas, elle a pas un seul cheveu blanc. En Afrique, ils ne nous croyaient jamais. Jamais ils nous croyaient sur l'âge de la voiture. Ça c'est notre moteur. Moteur V8. C'est un très gros moteur. Et bon bah voilà, tu l'as compris. On n'est pas des pros de mécanique, tu l'auras compris. Non, c'est un essence. C'est un moteur essence 4,7 litres, 7700. Ce qui nous a fallu pas rentrer en Iran avec ça. C'est un gros moteur, du coup on consomme quand même beaucoup. Sur de la route vraiment bitumée, on peut faire du 13 litres au 100, mais là en ce moment on fait beaucoup plus du 18 litres au 100. Donc ça commence à consommer beaucoup. Heureusement qu'en Iran l'essence c'est pas cher. Le litre d'essence en Iran est à 7 centimes le litre. On veut pas te rendre jaloux, mais nous ça nous rend très heureux. Du coup on utilise la clim, même si elle marche pas tout à fait bien. Alors la seule chose qu'on a changé dans le moteur, grosse réparation, on l'a fait en Tanzanie à Dar es Salaam, c'était la courroie de distribution qu'il fallait changer. Normalement, hein, elle a pas du tout pété, mais c'était le temps de la changer. Ça a pris une journée, et le plus compliqué c'était pour trouver des parts
genuine, des vraies je sais pas faire ma phrase. Des vraies pièces Toyota, Des vraies pièces et donc on a Toyota. dû faire pas mal de garages et aller voir les bons distributeurs de pièces. On en a trouvé un qui apparemment nous a pas menti parce qu'elle a tenu le coup, et ouais, donc on a dû la changer aux 300 000 km parce que ça se change tous les 150 000, et c'est la seule fois qu'on a dû ouvrir le moteur. Ouais. On touche du bois avec cette voiture parce que franchement on a eu aucun pépin niveau mécanique. On touche la peau de singe, trop. Donc ça c'est pour le moteur, c'est bon la voiture. Je veux quand même dire que c'est assez exceptionnel, je pense, de faire 20 000 km en Afrique et de pas avoir une seule panne. C'est un truc Pourtant on en a fait du On est hors-piste. tellement chanceux. 2 crevaisons au total, mais rien niveau mécanique, vraiment rien. On s'est jamais coincé, on s'est jamais enseveli. Cette voiture, c'est un petit bijou et on l'adore. Et on sait qu'un jour il va y avoir un problème, mais pour l'instant ça va. Moi, ma grande crainte, c'est là avec les fortes chaleurs, parce qu'on n'a jamais eu 40-45 degrés en Afrique. On se demande comment elle va réagir. Pour l'instant, tout de bon, donc on croise les doigts. Le voyage en Afrique, on a crevé 2 fois. Une fois en Namibie, et on a eu trop de la chance parce qu'on a réussi à rouler jusqu'au village le plus proche et utiliser. Et un gars est venu nous aider. Une fois au Malawi. Et là, en Turquie, il y a juste un clou qui est rentré dans la roue. C'est résolu en 2 secondes. Donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ilyes a voulu peindre les jantes aussi. Mais ça commence à s'abîmer, t'as vu? T'aimes pas le style noir? Si, moi, ça me dérange pas. J'aime bien le style. Tout ça, changement de pneus, on a fait ça à Dar es Salaam en Tanzanie, c'est une ville assez tentaculaire à l'image des capitales africaines. Ça aura mis 3 jours pour changer les pneus. C'est un mec du camping qui m'a aiguillé vers la bonne personne, et il y a un copain à lui qui m'a suivi dans le centre-ville. En fait, il y a une partie de la ville à Dar es Salaam où il n'y a que des vendeurs de pneus. Chaque petite échoppe vend des pneus. Mais le problème, c'est qu'ils vendent pas tous des pneus gros calibre pour voitures comme ça. Et je crois même que ces pneus-là, à la base, c'était des pneus pour des petits camions, des camions assez légers. En tout cas, ça a pris 3 jours pour trouver les bonnes personnes de confiance. Et après, trouver des gens qui voulaient bien peindre les jantes sans m'arnaquer de trop. Là où on crève, on a ça. Le high lift jack. Je sais pas comment dire en français. C'est un cric en fait, un cric qui est Et très on haut, les a- qui permet de soulever les voitures très lourdes. En gros, c'est des crics qui sont extrêmement dangereux et réputés pour être très dangereux parce qu'il y a le retour du cric qui peut être vraiment très dangereux. L'avantage avec nous, c'est qu'on sait absolument pas l'utiliser, donc pas de risque d'accident pour l'instant, mais on l'a jamais utilisé et honnêtement, je sais pas si on saurait l'utiliser tout seul. Ce qui nous empêche de l'utiliser, c'est nos pare-chocs en plastique. En fait, on n'a aucun point d'attache où on peut le mettre parce que tous les pare-chocs sont d'origine. Il y a juste cette boule pour tracter. On peut juste le poser là, mais c'est un peu chaud au niveau équilibre et ça permet seulement de changer les pneus de derrière. Je crois qu'il y avait l'ancien proprio qui avait essayé d'utiliser le marchepied, mais tu vois, ça l'a bien tordu. Donc à mon avis, si un jour on s'offre un pare-buffle, ce sera beaucoup mieux pour pouvoir l'utiliser. Cette sangle, on a fini par l'embobiner comme ça, le high lift jack, parce qu'en fait, quand le hors-piste il se met à trembler et le bruit est insupportable. C'est tu te souviens, c'était notre guide quand on est allé voir la tribu Morsi en Éthiopie qui nous l'a agrippé comme ça. Autrement dit en français, Ilyes, La galerie de toi. la galerie de toit. Nous avons les sand ladders, les bandes de désensablement, je crois. Les sand ladders, on les a achetés en Afrique du Sud. Un couple d'ailleurs qui ont un trooper qui ont voyagé en Afrique comme nous, des Néerlandais. On s'en est jamais servi encore parce qu'on s'est jamais ensablé encore. Nous sommes dans les dunes de sable, ne parlons pas trop tôt peut-être. Ensuite sur le toit, on a également les jerrycans. Alors on a 2 jerrycans d'eau. On a fait installer des robinets très récemment pour pouvoir s'en servir comme douche. Et 2 jerrycans, avant on en avait 4, 2 jerrycans d'essence. On a fini par faire une cage de toit. Tu peux voir là la cage. On l'a fait au marché de Maramba, c'était en Zambie pour une mission de volontariat. Grâce à un gars, un copain de Lloyd avec qui on travaillait, qui travaillait l'acier et qui nous l'a fait au marché. On l'a conçu ensemble, on y a réfléchi ensemble. On a fait un système de cage avec une barre qui est amovible. Cette barre, elle est amovible et elle s'enlève et elle passe en fait dans la poignée des bidons pour pouvoir les sécuriser au bout. Ici, on a de quoi mettre un cadenas pour les verrouiller. En Iran, on le faisait même plus. On le fait même plus, j'avoue. Personne ne les piquera, je pense. Personne pique quoi que ce soit. Je touche encore du bois. C'était une sacrée aventure, ces bidons. Surtout la cage. En fait, on l'avait commandé au gars 1 semaine à l'avance. On avait pris 1 semaine de délai. On partait à Lusaka à la fin de la semaine. Arrivé à la fin de la semaine, il dit « Ah, j'ai toujours pas fini, j'ai du retard ».
Arrivé le jour même, on arrive, il avait presque pas commencé à faire la cage. Donc on a passé toute la journée dans le marché de Mahamba à faire avec lui. Et c'était une journée d'attente. On n'a pas pu partir à Lusaka ce jour-là. Et le gars nous a dit, de toute façon, tout arrive pour une raison. Et il avait peut-être raison. Peut-être qu'on ne devait pas prendre la route ce jour-là. On a également des sangles qu'on a achetées. C'est des grosses sangles de camion normalement pour tenir les chargements. Et nous, on les a achetées en sangles pour tracter. Petite anecdote au sujet des sangles. En Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, parce qu'en fait quand tu vas visiter cette vallée, tu es obligé de prendre un guide. Et on avait dormi dans un petit hôtel et un des gars de l'hôtel nous avait dit « Je peux vous emmener demain à 8h, vous paierez moitié moins cher. » Ça semblait être une petite magouille, mais on s'est dit « Allez, pourquoi pas ?» Donc le lendemain à 8h, on le retrouve. Et en fait, il était avec un van Toyota rempli de touristes japonais. Et en fait, il nous a pas du tout emmenés par la piste officielle qui va dans le parc national. Il nous a emmenés par des petites pistes complètement embourbées, pleines d'eau. On est en route pour aller voir la tribu Morsi. Route très boueuse. Et on est parti avec un groupe. Sauf qu'eux, en minibus, se sont coincés dans la boue. Et on comprenait pas pourquoi il était si déterminé à utiliser ces petites pistes. Surtout que ça se voyait que ça allait pas passer en fait. On voyait que nous, autant on avait une chance de passer et c'était chaud, mais autant lui avec son minibus, c'était mort quoi. Et il y allait. Et en fait on a très rapidement compris pourquoi, parce qu'il voulait éviter le péage du parc et la police. Ouais. Et donc il s'est complètement embourbé à plusieurs reprises dans ces sortes de flaques gigantesques boueuses. Ouais. Et si on l'a tiré. On l'a tiré avec une facilité. C'est très satisfaisant. Ouais. Ça te donne une satisfaction énorme. Nous, c'est une voiture sud-africaine et le volant est à droite. La moitié des pays d'Afrique, on roulait sur le bon côté de la route, donc jusqu'au Kenya. Et arrivé en Éthiopie, je me souviens, on est sorti de la frontière. Et on roulait toujours à gauche et on comprenait pas pourquoi toutes les motocyclettes arrivaient de notre côté. On se disait qu'ils conduisaient vraiment mal et en fait on était passé de l'autre côté de la route, donc on s'est vite remis. Et depuis l'Éthiopie par contre, c'est que des pays où on roule du mauvais côté de la route. Et on a la boîte à gants et dans la boîte à gants on a ça. Ça c'est le moniteur de batterie. Donc ici c'est la main battery. Qui nous donne la charge. Quand elle est à plat, ça se met à biper, donc c'est très pratique. Et ici, c'est la batterie auxiliaire qu'on va te montrer, elle est derrière. Quand la main batterie est à plat, alors la batterie auxiliaire prend le relais et va se mettre à charger la batterie principale. Ce qui nous permet vraiment d'avoir une sécurité de batterie et de ne pas tomber en panne. La batterie auxiliaire qu'on a attachée. Quand on a envoyé la voiture en bateau de l'Égypte à la Turquie, on a tout attaché parce que il y a beaucoup de vols dans ces cargos. Ici c'est le système de branchement où nous donc on met tout sur l'allume-cigare et après ça nous permet de brancher batterie, les téléphones. Pas d'ordinateur malheureusement. Ce serait la prochaine étape, ce serait de mettre un système qui permettrait de brancher notre ordi pour pouvoir travailler en toute autonomie. Parce que maintenant quand on veut travailler sur des vidéos, il faut forcément qu'on ait un endroit avec de l'électricité. Alors avant de partir d'Afrique du Sud, on a fait une petite semaine où on a pas mal bricolé la voiture et notamment on a fait installer un système d'alarme qui est très sud-africain parce qu'en fait là-bas il y a un truc qui arrive, c'est-à-dire que ça s'appelle hijacked, comme dans GTA en fait. T'es à un feu rouge, notamment la nuit, on te déconseille de jamais t'arrêter au feu rouge parce qu'il peut y avoir des gars qui arrivent, ils ouvrent ta portière où ils cassent ta vitre et ils te braquent avec un flingue, ils te jettent en dehors de ta voiture et ils partent avec ta voiture. Et t'es dégoûté. Donc ils ont créé ce système-là, à mon avis, qui est 100% sud-africain, puisqu'on l'a vu nulle part ailleurs et les gens ne le connaissaient pas, qui s'appelle anti-hijack. Il consiste en plusieurs choses. Première chose, quand tu déverrouilles la voiture, eh bien ça fait rien du tout, on s'en fout de déverrouiller la voiture. Si quand tu déverrouilles la voiture et que tu attends plus d'1 minute après avoir déverrouillé la voiture, le moteur ne s'allumera pas quand tu tourneras. Là par exemple, la voiture est déverrouillée depuis belle lurette. Hop, j'essaie de tourner, il ne se passe strictement rien. Donc, premier système de sécurité, il faut appuyer sur le bouton ici pour que le signal du moteur s'allume. Et là... Le pire démarrage de toute l'histoire. Elle a chaud, merde, faut pas lui en vouloir. Ah la vache, ça fait un mauvais bruit quand elle a chaud. La deuxième sécurité, c'est une fois que tu as démarré ta voiture, attends, si tu on ouvres... va vraiment le dire ?
Parce qu'après, tout le monde peut venir et voler notre voiture. Hein. J'avoue, c'est le secret. Vas-y, dis. On le dit. Oui. On te fait confiance, je le répète à personne d'autre. Une fois que tu as démarré la vieille baleine, si tu ouvres une portière, eh bien, il va falloir que tu appuies sur un bouton secret pour pouvoir rouler à nouveau. Sinon, il y a une première alarme qui va retentir, après une seconde, et ensuite une troisième. Après la troisième, le moteur s'arrête. Donc en gros, c'est pour empêcher que s'il y a quelqu'un qui te jette en dehors de ta portière et il referme la portière sans appuyer sur le bouton secret, il pourra faire, je pense, 2 km maximum et la voiture s'arrêtera. Donc il n'y a vraiment que nous deux qui sommes en mesure de conduire la grosse baleine. C'est assez agréable, mais des fois c'est assez chiant, comme quand on la laisse à un garagiste ou quand on a dû faire le shipping, quand on a envoyé la voiture en bateau et qu'il fallait que ce soit des gars au port qui la conduisent. On a dû faire des instructions, les rédiger en turc, en arabe, en anglais. C'est assez bon côté vraiment, mais ici en Iran par exemple, honnêtement, on n'aurait pas besoin de ça. C'est vraiment un truc d'Afrique du Sud et de quelques pays en Afrique quand même, on était rassurés de l'avoir. Mais... Et derrière ce siège-là, on a une cachette secrète qui a été faite par l'ancien propriétaire qui a construit les tiroirs. Donc ça permet, il y a un trou où il y a vraiment trop de bazar là, mais c'est ici qu'on met tout ce dont on veut pas trop que les douanes voient par exemple. Le propriétaire l'utilisait pour passer de l'alcool aux frontières, genre des petites bières aux frontières. Nous on n'a pas fait ça et on n'a pas grand chose à se reprocher, mais c'est toujours utile d'avoir une petite cachette comme ça, même quand on laisse la voiture garée en centre-ville par exemple, on met souvent les trucs de valeur là-dedans. On t'emmène voir l'arrière de la voiture, là on a nos tiroirs et le rangement. C'est assez simple et honnêtement c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait. On aimerait les refaire un jour parce qu'ils sont pas très ergonomiques. On perd beaucoup de place de ce côté-là de la voiture et également de l'autre côté, nous on aimerait faire des tiroirs qui englobent tout. Mais pour le moment on fait avec et ils sont quand même très pratiques. Ici on a le tiroir du haut, premier tiroir. On a la bibliothèque, les cahiers, ici c'est du matos pour faire de la peinture et là la trousse pharma. Dans la trousse pharma on garde toujours ça. Ça c'est un kit pour pouvoir se tester, pour savoir si on a le palu ou pas. C'est un kit, ils appellent ça de la goutte. On peut savoir très rapidement et très facilement si on a le palu ou pas. Ilyes a eu la malaria cérébrale, moi j'ai rien eu, j'ai eu de la chance je pense. Et maintenant on n'est plus dans une zone où il y a le palu, mais dès le Pakistan on retournera dans une zone où le paludisme est une réelle menace. Voilà pour le tiroir, après on a pas mal de bazar. Là on a des draps, des moustiquaires, les lampes frontales sont ici. Une petite lampe qui se recharge à la dynamo. Des probiotiques, très important au voyage. Deuxième tiroir, le tiroir des vêtements. C'est là où on a tous nos vêtements. Rouler, la méthode du roulage, tu connais certainement si t'es déjà parti en vacances en backpack. On a aussi des vêtements à l'arrière. On essaye de pas en prendre beaucoup et surtout on adore acheter des vêtements qui sont locaux avec des tissus, des matériaux comme du coton ou des tissus un peu traditionnels. Donc en général on se régale bien, c'est pour ça qu'on prend pas trop de vêtements parce qu'on finit toujours par en acheter sur place. Première qu'on a acheté en Afrique du Sud qui nous permet de cuisiner avec 2 plaques, c'est assez pratique. Enfin on a toutes nos boîtes. Alors nos boîtes je sais pas comment on a fait, en Afrique du Sud les boîtes étaient ici au-dessus du toit, on en avait 6 et on a réussi à beaucoup réduire quand on a envoyé la voiture en bateau. Donc maintenant on n'a plus que 4 boîtes, les rouges c'est pour les courses, les vertes c'est pour la mécanique et les produits ménagers. Ici on a l'extracteur de jus manuel, ce qui nous permet d'avoir des petits jus verts. N'importe où parce qu'on n'a pas besoin d'électricité. Enfin la tente, c'est une tente qu'on a achetée en Afrique du Sud, on l'a achetée d'occasion. C'est une tente Hannibal et franchement on est super content. Elle est très résistante, elle a un matelas assez épais. Je me souviens encore quand on l'a installée sur le toit de la grosse baleine et on a eu des vraiment chouettes nuits dans des chouettes spots. Je me souviens de parcs nationaux en Afrique où on dormait, j'entendais les lions la nuit. Et c'est vraiment agréable de dormir en haut de sa voiture. La tente de toit, c'est un achat qu'on ne regrette vraiment pas. Même si maintenant c'est un peu plus compliqué qu'en Afrique, je trouve qu'elle était un peu plus adaptée en Afrique, où il y avait beaucoup plus de camping quand on voulait se poser par exemple. Ah, il y a des gens, regarde. Ils sont où? Là.
C'est rempli de moucherons. Tout là-bas? Ouais. Ah oui, sur... Rempli de moucherons, mon chéri. La nuit est tombée, on a un magnifique coucher de soleil derrière nous. Les moucherons sont sortis, commencent à nous dévorer. Ça va être difficile, très difficile. Il y en a un qui m'est rentré dans l'œil, j'ai l'œil explosé. Ça vaut le coup. On a tout présenté. Alors là, honnêtement, il n'y a plus aucun secret sur la grosse baleine. On espère que ça t'a intéressé. C'est notre petite maison, elle est très simple, mais on se débrouille bien. Du coup, notre installation, elle est moins complexe que par exemple celle de la famille Longue Piste qu'on va te présenter dans quelques temps. Mais elle nous convient. Le seul truc, je pense qu'on a vraiment envie de changer, c'est les tiroirs. Et puis ce serait pas mal l'alternateur, quoi. Ça, c'est les deux trucs. Mais bon, on t'en parlera quand on aura décidé de le faire. Pour l'instant, on va profiter du coucher de soleil. Oui, on va cuisiner aussi, on va manger. Et puis franchement, avec tous les moustiquaires, on va pas tarder à aller se coucher parce qu'il me faut la moustiquaire. Ouais. Du coup, on te dit à la semaine prochaine. Oui. On espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu. Et on va trouver un petit peu de temps cette semaine pour te faire un nouvel épisode pour dimanche prochain. J'ai perdu la